Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc ce soir, troisième émission du FEDCOM, une émission dans un cadre exceptionnel avec des invités exceptionnels. Nous sommes au 11e étage de la Tour Havas, dans les bureaux de monsieur Jacques Séguéla. Ce soir, nos invités Philippe Croison, qui sera avec nous, avec Grégory Allione. Et comme on est dans son bureau, évidemment, Jacques Séguéla ouvrira l'antenne avec les premières questions qu'on lui posera tout au long de la soirée. Par la suite, Philippe Croison nous détaillera aussi l'ensemble de son parcours et les raisons qui poussent aujourd'hui à communiquer et à se positionner aussi en tant que futur, et pourquoi pas, et on l'espère tous, première personne handicapée à pouvoir aller dans l'espace. Et enfin, nous aurons Grégory Allione, président de la Fédération nationale des 253 000 sapeurs-pompiers de France, qui sera aussi pour parler avec nous de la communication au sein des sapeurs-pompiers. Bonne émission à tous. Né le 23 février 1934, M. Jacques Séguéla, aujourd'hui, on ne le dira pas. Il est éternel, il est intemporel. Il compte à son actif plus de 1500 campagnes publicitaires. Pour les jeunes, son nom ne vous dit peut-être rien, mais pour la génération Culture Pub, il est le taulier de la communication audiovisuelle. Aujourd'hui, il mène des combats contre la dictature de la data et réveille toutes les générations sur l'avenir de notre petite planète bleue dans son livre « Ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo, elles me croiraient publicitaire ». Jacques Séguéla, c'est le poids des mots, le choc des slogans et les idées de génie pour remarquer ou démarquer. Un café nommé Lire, La Force Tranquille. Nous ne passerons pas ce soir en revue les 1500 réclames portées par M. Jacques Séguéla, qu'elles soient grand public ou politique. Mais nous proposera-t-il peut-être un jour de faire la nuit de la pub pour se remémorer tout son parcours et l'évolution de la publicité. Alors Jacques Séguéla et les sapeurs-pompiers, pourquoi? Notre communauté ne s'est jamais autant rapprochée de ses idées, de ses convictions actuelles. Les services de communication des sapeurs-pompiers de France aujourd'hui servent d'ingéniosité, de réactivité pour séduire, valoriser et raconter ce que nous protégeons, ce que nous secourons et ce que nous sauvons. Ça, c'était la page de pub. C'est ça. Monsieur Jacques Séguéla, bonsoir. Moi Jacques, et ensuite toi. C'est dans la pub, si tu n'as pas le droit de dire. Écoute, je suis ravi ce soir d'être avec toi et je pense qu'aussi autour de nous, les invités aussi sont ravis d'être dans ce cadre prestigieux, déjà d'une part. On avait quelques questions à te poser, Jacques, et de nombreuses au regard de le lien qui peut aujourd'hui nous unir entre la communication, ton monde et celui des sapeurs-pompiers. Donc ma première question, il est vrai que vous avez soutenu les sapeurs-pompiers de France depuis longtemps, comme on en avait 2000, donc on a retrouvé quelques reliques ici. C'est une vieille campagne de communication que vous avez parrainée. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'être avec nous ce soir dans le FEDCOM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre engagement ce soir à nos côtés? Moi, j'aime les pompiers, mais est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les pompiers? J'aime les pompiers de cœur et d'amour parce qu'ils ont la vertu qui manque le plus à ce moment donné de notre histoire. L'histoire du monde. Pour la première fois depuis que l'homme est sur Terre, depuis 100 000 ans, le même cataclysme touche tous les humains à la même seconde, chacun réagissant à peu près de la même manière. Et quelle est la seule arme qui manque pour vaincre le Covid? C'est le courage. Et les pompiers, c'est le courage. Mais c'est mieux que ça. C'est le courage désintéressé. Parce que d'abord, la grande majorité est bénévole, et que ceux qui ne sont pas bénévoles, sur cette espèce de don de soi. Et ça manque tellement que l'on peut. Et puis, tout que les jeunes comme ça, j'en ai aussi comme chef et ses compagnes, ils ont la foi. Et moi, je me souviens de Prévert, le grand poète, avec qui j'ai fait ma première campagne de publicité, qui avant de partir, je me dis, mais Jacques,
10 mois pour me guider dans la publicité, c'est ma première campagne. Il me dit, tu réussiras si tu as la foi. Il y a ceux qui croient, croient, et ceux qui croient. Ne sois pas un corbeau, sois un aigle, comme Napoléon Bonaparte, sois une colombe, comme Picasso, et vis ta vie comme ça. Et qu'est-ce qui caractérise cet engagement fou de soi, de sa vie, tellement de fois de sa vie, si ce n'est de croire en soi, de croire en son pays, et de croire en l'autre. Et beaucoup de raisons d'aimer les pompiers. J'ai envie de l'embrasser. Je suis vacciné, je peux l'embrasser sur la bouche, sur la bouche à la russe. Vacciné aussi. Alors de nos jours, on parle souvent de buzz. Et on dit souvent qu'il faut faire le buzz sur les réseaux sociaux. Mais quelle est la recette aujourd'hui pour une bonne campagne de pub? Est-ce que ça a changé tout pour autant de Faire le buzz, ou est-ce qu'il faut s'inscrire dans le temps? Il faut avant tout s'inscrire dans le temps. Parce que c'est quoi la publicité? C'est de transformer une institution comme la vôtre, un produit, en une marque. Et le passage de l'institution, du produit à la marque, c'est la valeur imaginaire ajoutée que la publicité va lui apporter. Une lessive, c'est une lessive, et puis si vous dites qu'elle lave plus blanc, ça en fait une marque, et si vous voulez habiter avant, vous direz non, elle lave pas plus blanc, elle lave plus belle. C'est ça le déroulé de la publicité. Mais la publicité a une autre mission. 80% des marques que j'ai connues au XXe siècle, j'en ai même créé quelques-unes, sont mortes avec le siècle. Et 80% des marques que l'on consomme aujourd'hui vont mourir avec le siècle. Donc le rôle de la publicité publicitaire, il est double. Il est de faire connaître une marque, d'aider à sa vente, de la faire aimer, mais surtout de la faire durer. Or nous, les humains, Dieu nous a créé à notre image avec un petit défaut de fabrication parce que lui s'est créé immortel et nous a créé mortels. Mais nous, les publicitaires, on a la possibilité de rendre les marques immortelles. Citroën a fêté l'an dernier ses 100 ans. Mais Citroën n'a pas 100 ans, il a 20 ans. Il a l'âge de sa pub, il a l'âge de mon tour du monde quand je partais le soir avec une 2 chevaux. Coca-Cola va fêter ses 130 ans. Il n'a pas 130 ans, il a 20 ans. Et dans 100 ans, il aura encore 20 ans. Et dans 200 ans, il aura encore 20 ans. Donc il faut que chaque fois qu'on s'occupe d'une marque, on pense à trouver son âme. Et à faire qu'en permanence, on ne laisse rien communiquer, rien percevoir de la marque sans qu'elle définisse son âme et qu'elle touche le cœur du consommateur grâce à son âme, parce que l'âme est éternelle. Alors les 700 pompiers, au-delà des interventions quotidiennes que connaissent le grand public, les interventions classiques que l'on connaît, sachant ils effectuent une intervention toutes les 6,5 secondes en France, c'est aussi une institution. Comment on peut transformer une institution en marque? Et selon vous, si c'est possible, dans quel axe? La bonne campagne, moi je vais vous l'offrir. Je pense qu'il faut humaniser le pompier. Le pompier, il apparaît toujours avec un casque. C'est une horreur. Pas voir qui c'est. J'ai envie de m'intéresser à lui parce que je le vois. Si un casque, je ne peux pas parler à un casque. En plus, on a tous des casques maintenant. Donc on est tous des pompiers. Donc je crois qu'il faut humaniser ce métier et il faut montrer les hommes, les femmes qui sont derrière. Moi, je rêve de faire une campagne qui serait une campagne témoignage avec, par exemple, si on prend des Appelbus, une photo, des photos de pompiers sans leur casque. Et le titre, ce serait de dire vous êtes les héros du quotidien. Là, vous allez me dire, non, vous ne pouvez pas dire héros parce qu'on ne se prend pas au sérieux. Oui, vous êtes les héros du quotidien. Il n'y en a plus des héros du quotidien qui donnent leur vie pour sauver l'autre. Et donc, il y aurait chaque fois, face à face, un consommateur, une personne qui a besoin des pompiers, qui a été sauvé par les pompiers, et de l'autre côté, l'homme, la femme qui l'a sauvé. Le slogan serait « Ma vie et sauver la tienne ». Je crois que ce soir, On a tous pris note, et je pense que dès demain, certains vont pouvoir à un moment donné se pencher effectivement sur cette
part de créativité que vous a fait part là ce soir. Et effectivement, je pense que l'axe et l'enjeu majeur, c'est aujourd'hui peut-être cette notion de héros du quotidien que vous venez d'énoncer. Mais il y a aussi, ce qui manque le plus aujourd'hui, la générosité. Je me souviens que quand j'ai fait avec Coluche la campagne des Restos du Cœur, il m'a raconté une histoire. Je lui ai dit, pourquoi tu fais cette campagne? Il m'a dit, je vais te raconter une histoire qui dit tout. C'est un mec qui marche le long d'une rivière. Et dans la rivière, il y a un mec qui se noie. Et qui crie, help, help, help. Et le mec qui marche le long de la rivière, il dit, espèce d'imbécile. Au lieu d'apprendre l'anglais, il fallait apprendre à nager. Voilà la définition du français d'aujourd'hui. Voilà la définition de, justement, le contraire du courage, le contraire du don de soi, le contraire de la générosité, le contraire de la fidélité, le contraire de l'humilité, le contraire de ce qu'est un pompier. Et aujourd'hui, le pompier, c'est aussi une notion d'attachement à son territoire. Oui. Comment on peut l'intégrer justement au regard de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la notion de héros, la notion d'attachement au niveau du territoire? À la fois, c'est un héros du quotidien et c'est un héros d'en France. Pas un héros de France, un héros d'en France. Parce que, justement, vous êtes absolument inclus dans le territoire. Vous êtes enraciné dans le territoire. Donc, ça va plus loin que la France elle-même. C'est l'en-France. Donc le bon slogan et la bonne déjà apporté sur un plateau d'argent là ce soir. Et aujourd'hui, c'est clairement, vous avez donné cette notion-là de visuel en termes de message. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, une bonne campagne de communication, c'est 50% un très bon visuel et 50% un bon message? Ou est-ce que c'est uniquement, comme on a pu le croiser parfois, une simple photo qui peut soumettre à un moment donné on va dire la réflexion? Ou est-ce que c'est effectivement à chaque fois l'accompagnement de la photo et d'une explication ensuite? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde rapide quand même. Ça n'est rien de ça. Une grande campagne, c'est une idée. Les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions et il n'y en a qu'un qui saute toutes les petites barrières de la vie et qui devient un petit bébé. Mon métier à moi, le métier des publicitaires, c'est de créer des petits bébés idées. Et c'est l'idée qui va faire la différence. L'argent n'a pas d'idée. Seules les idées font de l'argent. C'est pour ça que je voyais tellement les réseaux sociaux, que je voyais tellement les communications qui ne sont que des primes, que des cassages de prix. Les soldes détruisent la consommation. Je pense qu'un jour on va les annuler, les arrêter. C'est par exemple ridicule de casser les ventes en permanence par des soldes. Donc il faut en permanence à la technologie qui nous entoure et qui devient aujourd'hui une technologie obligatoire parce que les médias d'aujourd'hui sont deux médias technologiques, les réseaux sociaux que j'ai et autres. Et il faut qu'à la technologie, chaque fois, on apporte une part d'humain. Tech sans affect n'est que ruine de l'homme. Et tech sans idée n'est que ruine de la publicité. Donc, vous qui êtes le cœur même du courage, le cœur même de ce pays, la France, le cœur même de notre sécurité. En plus, vous ne pouvez pas être plus à la mode que maintenant. Vous êtes la sécurité, vous êtes la santé et vous êtes la protection. Tout ce que nous amène le post-Covid, et tout ce que va nous laisser en héritage, ces moments dramatiques que nous avons vécus. Donc c'est maintenant qu'il vous faut communiquer. À visage découvert. À caste ôté. C'est bien retenu. En tout cas, merci M. Séguéla pour ces quelques questions. On va maintenant procéder à une simple page de publicité pour se poser. Et nous reviendrons ensuite avec notre deuxième invité, qui est Philippe Croison. Lui aussi, hein, c'est Monsieur Courage. Clairement. On va voir. Et pub.
L'essentiel est en jeu. Pour prendre les bonnes décisions, il est normal de se poser beaucoup de questions. Prévoyance, santé, épargne, retraite, protection des proches, ce sont nos sujets et nos domaines d'expertise depuis plus de 100 ans. Nous sommes un groupe spécialiste de l'assurance de la personne qui ne rémunère pas d'actionnaires. Nous sommes ancrés dans l'économie sociale et dirigés par nos assurés, vous aujourd'hui ou peut-être vous demain. Nous sommes à vos côtés, solidaires et performants, pour vous permettre de prendre la main sur demain. De retour sur le plateau de la 3e émission Fedcom en direct de la Tour Havas, 11e étage, au sein du bureau de M. Jacques Séguéla. Ce soir, nous vous accueillons un deuxième invité, Philippe Croison. Lorsqu'il est victime d'un accident électrique, à 25 ans, lorsqu'il est victime d'un accident électrique en démontant son antenne de télé. 20 000 volts arrêtent son cœur. La seconde décharge le réanime. Les brûlures n'affectent pas son esprit, son intelligence et encore moins sa soif de vivre. Il est un exemple du combatif au travers de son livre « J'ai décidé de vivre » qu'il écrit lui-même en reconnaissance vocale. 2 ans de rééducation lui permettent de conduire comme de plonger. En 2010, il traverse la Manche à la nage en 13 heures et 26 minutes. Ce succès l'amène à se surpasser au-delà de ses limites et au-delà des limites de commun des mortels. Il relie ainsi les 5 continents à la nage avec son ami Arnaud Chasséry. En 2017, il termine 48e du Dakar. Aujourd'hui conférencier, il crée à Vichy une académie privée pour nageurs handicapés. Son prochain objectif, devenir le premier handi à intégrer une mission spatiale en contactant Elon Musk par Twitter, où il excelle dans l'art de l'autodérision qui nous rend humbles et nous fait sourire. Philippe Croison, bonsoir. Bonsoir. Donc, nous avons beaucoup de questions ce soir aussi pour vous, au même titre que Jacques. Quand on voit ce parcours, on ne peut que déjà aussi s'incliner au regard de ce combat que tu as mené, parce que je pense que là, maintenant, on est dans le tutoiement. À l'âge de 25 ans, un grave accident a complètement changé ta vie. La question est toute simple, et on a dû te la poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné la force de t'en sortir ? Il y a eu beaucoup d'outils de résilience dans mon parcours de vie. Mon premier, ça a été vraiment mes 2 enfants, parce qu'il faut savoir que je me réveille 2 mois après mon accident, et quand je me réveille, j'avais déjà un grand garçon, Jérémy, âgé de 7 ans, et quand je me réveille 2 mois plus tard, mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi, et il y a un oncle qui vient me voir et qui me dit « Écoute Philippe, ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes 2 garçons. » Et ça va être l'énergie que je vais avoir besoin pour me relancer. Là, je le fais très court, hein, mais parce qu'avant, j'ai envie de mourir, ce qui est un réflexe normal. Quand on rentre dans l'univers du handicap, le premier réflexe, c'est de dire ma vie, elle est finie, elle s'arrête là, maintenant. Tu ne feras plus jamais de ta vie. J'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce qu'on peut imaginer avoir une vie sans bras et sans jambes? Donc, j'ai envie de partir. Et il y a cette phrase qui me ramène à la vie, et je décide de vivre. Et à partir de ce moment-là, dès que mon père vient derrière la vitre stérile, avec un petit haut-parleur qui marchait très très mal, je lui dis « Papa, je veux les meilleurs spécialistes sur les prothèses. Papa, je veux refaire de la plongée sous-marine. Papa, j'ai vu un ancien pilote de Formule 1, Philippe Streff, il est tétraplégique, papa. Je pourrais reconduire une voiture. Vas-y, papa, donne-moi de l'information. » Il me fallait une tonne d'informations pour redémarrer. Et c'est comme ça que je me suis relancé dans la vie. Peut-être trop rapidement. Parce qu'après, il y a les longs passages qui vont arriver. C'est-à-dire que les fameuses 5 phases du deuil à franchir. D'abord, la négation, on refuse ce qui nous arrive. Ensuite, arrive la négociation. Moi, c'est entre vivre ou mourir. D'ailleurs, ce que je suis en train d'expliquer là maintenant, les gens l'ont vécu pendant le coronavirus, les fameuses 5 phases. Après, il y a la phase de dépression. Je pense que là, en ce moment, le peuple est dans la phase de dépression. Et moi, ma phase de colère est arrivée seulement 7 ans après mon accident. Parce que peut-être que j'ai accepté trop vite ma nouvelle condition. Et je me suis battu. Phase de colère. Oui, la phase de colère, qui est nécessaire, qui est obligatoire. Si on ne passe pas par la phase de colère, on n'arrive pas à extérioriser cette haine, cette rage de l'accident. Il faut la sortir, cette rage. Il faut l'évacuer. Comment elle s'est exprimée concrètement? Elle s'est exprimée pas d'une bonne façon. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre fin à mes jours à ce moment-là. 7 ans après mon accident, parce que
Le plus dur dans mon accident, c'est pas les décharges électriques, c'est pas l'accident lui-même. Ou alors, quoique, peut-être quand j'ai reçu ma facture EDF, mais bon, ça, c'est un autre détail. Mais le plus dur, le plus violent, c'est même pas le centre de rééducation. Parce que pour moi, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie, c'est du retour à la vie, quoi. C'est du collectif. Le plus dur, le plus violent, c'est ce qu'on a vécu un petit peu avec le confinement, c'est le retour à la maison. Les premiers jours, la première semaine, même les premiers mois, la famille, les amis sont là. Mais après, tout le monde reprend sa vie. C'est normal, c'est pas eux qui ont eu un accident. Et moi, je l'explique dans mon 3e bouquin, qui s'appelle Plus fort la vie, où je vais rentrer dans ma phase gros con, ou dans ma phase où tout m'est dû. C'est moi qui ai eu un accident, vous allez m'écouter, ouais. Et j'ai cru que mon infirmière et mon aide-soignante étaient mon épouse. Chérie, j'ai soif. Je t'appelle j'ai envie de faire pipi. Mais non, t'as appris à faire pipi tout seul. Non, tu rigoles, je regarde la télévision. Je me suis drogué à la télé pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai fait qu'une seule chose, canapé, lit, canapé, et j'ai regardé la télévision. Et au bout de 7 ans, mon épouse est partie. Et là, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Déjà, à l'époque, je voulais nager. Je ne savais pas nager. Avec ces prothèses-là, j'ai pris ma voiture et j'ai acheté une bouteille d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool. Et je l'avais acheté à mon épicier. Et mon épicier l'avait posé sur mon siège passager. Et je ne pouvais pas l'ouvrir, donc j'ai demandé à mon épicier de l'ouvrir aussi. Oui, il est sympa, mon épicier. Et je me suis garé au bord de la rivière. J'ai bu quelques gorgées d'alcool et je me suis dirigé vers la rivière. Mais alors, marcher avec des prothèses quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Et quand on est bourré, on va pas loin. Donc je suis tombé avant d'arriver à la rivière, heureusement, et on m'a récupéré. Et là, c'est moi qui ai demandé un coup de main au psy. Je leur ai dit, maintenant, il faut m'aider, je ne pourrais pas le faire tout seul. Et moi, j'ai demandé un coup de main, mon père, ma mère, mon frère, mes 2 enfants, mon ex-femme, tous ceux qui étaient autour de moi et qui m'ont auto-protégé, et qui sont tous protégés les uns les autres parce qu'ils avaient peur de parler de l'accident eux aussi, pour ne pas se faire du mal. Et bien, tout le monde a explosé 7 ans après parce qu'il n'y avait pas la parole. On ne se parlait pas, on se protégeait. Le pire des poisons qui puisse exister sur la Terre, ne pas parler, ne pas communiquer, ne pas dire ce que l'on ressent. Et on le voit bien là encore aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ont envie de dire ce qui sont en train de leur arriver avec le coronavirus. Mais là, il y a une chape de plomb. Tout le monde est un peu dans cette phase de dépression terrible et qui risque d'exploser après. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Jacques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, en fait, n'est pas vraiment une forme de communication humaine. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission. Oui, son torrent de haine. Va écouter cette leçon d'amour de la vie. Cette leçon qui son cœur, ce combat, justement, pour faire que la vie ne peut qu'être belle, quand on a envie de la vivre à plein. Les réseaux sont destructeurs. Des tonnes d'égouts, sont des machines à créer de la haine, pas à créer de l'amour. Lui, c'est une machine à créer de l'amour. Bon. Et en plus, ça va l'emporter au ciel. J'espère. J'espère. Et que représentent pour toi les sapeurs-pompiers, du coup? Parce que je pense que tu as une certaine affinité particulière avec eux. Les sapeurs-pompiers, c'est la première équipe qui est venue pour me sauver la vie. Il y a eu bien sûr le voisin qui est monté à l'échelle pour m'éteindre avec un extincteur, puisque j'étais en flammes. Mais après, les pompiers sont arrivés et on parle de 1994. Donc on parle avec des pompiers amateurs qui arrivent avec une 4L et une échelle. Et quand ils voient un mec sur une échelle, sur une ligne de 20 000 volts en train de cramer, les gars, ils sont un peu désorientés. Donc ils appellent les collègues qui sont pas très loin non plus. Et c'est toute une équipe qui se met en place. Et à partir du moment où j'ai eu mon accident, aujourd'hui, il y a toujours une équipe autour de moi. C'est-à-dire que je suis un gros bébé, moi. J'ai plus de bras et plus de jambes. Sans l'aide humaine, sans les gens qui sont autour de moi, j'ai osé demander un coup de main. C'est ça la chose la plus importante aussi. C'est que j'ai osé demander un coup de main et j'ai compris surtout que demander un coup de main, et ça, je le dis vraiment à vos camarades, il ne faut pas le vivre comme un moment de déshonneur. Il faut le vivre comme un moment de partage. Le coup de main, c'est grâce au coup de main que j'ai traversé la Manche. C'est grâce au coup de main, c'est grâce à toute l'équipe qui est autour de moi. Donc les pompiers ont été les premiers personnages de ma résurrection, enfin de mon retour à la vie. C'était les premiers personnages. Et j'ai une petite affection particulière aussi parce que mon frère, après mon accident et surtout après la traversée de la Manche, il voulait savoir ce que j'avais vécu. Mon frère n'était pas sportif comme moi. Moi, j'ai commencé le sport à l'âge de 40 ans. Il s'est entraîné avec des pompiers du SDIS 86. Il s'est entraîné et un jour, il m'a dit « Je voudrais bien nager avec toi ». On a traversé le bassin d'Arcachon et mon frère, il a pris une seule fenêtre météo. Et cette journée-là, il y avait tempête. Et on a nagé dans des creux de 1,50 m, voire 2 mètres. J'ai perdu mon frère dans l'aventure. Il est parti à droite. Moi, j'ai nagé tout droit parce que j'étais entraîné. Et il est arrivé au bout, il s'est mis à pleurer. Il dit « Maintenant, je sais ce que tu as vécu ». Et depuis, il est devenu sapeur-pompier au SDIS 86. Donc voilà, les pompiers, pour moi, c'est aussi la famille, quoi. Donc, et quand ils viennent à la maison pour le calendrier, en général, ils ne repartent pas tout de suite, quoi. Ils restent ils disent « Non, mais les gars, il faut qu'on fasse la tournée. » Non, mais attendez. C'est ça, c'est ça. Donc la question, encore une fois, c'est vrai qu'on a besoin d'entendre aussi ces fameuses réponses, parce que
comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a forcément des personnes qui se sentent abattues aujourd'hui, qui n'ont pas forcément des situations de handicap, mais qui se retrouvent en difficulté. Et quand on t'entend, tu donnes un regain d'énergie à tout le monde et ça fait très plaisir de t'entendre, surtout dans cette situation que l'on connaît aujourd'hui. Parlez. La question, c'est aujourd'hui qu'on soit en situation de handicap ou tout simplement de mal-être. La réponse, tu l'as dit, c'est parler. À n'importe qui. N'importe qui. Bien sûr, il faut oser demander un coup de main au psy, parce que ça, c'est hyper important. C'est quand même leur job. C'est en 1994, moi, dans le centre de rééducation, il n'y avait pas de psy. Ça n'existait pas. Et j'ai eu plein de camarades, quand ils sont sortis, ils ont voulu mettre fin à leur jour. Ouais, c'est terrible. Le psy dans les centres de rééducation, c'est encore le parent pauvre, malheureusement. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, je pense que... Et moi, ce qui m'a fait souffrir, c'est que pendant 7 ans, je n'ai pas communiqué, je n'ai pas parlé, quoi. J'ai gardé cet accident pour moi parce que je voulais protéger les miens. Et ça, c'est la plus grosse bêtise. Il ne faut pas protéger les siens. Il faut parler. Je suis dans un mal-être, je ne suis pas bien. J'ai besoin d'un coup de main. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et ça, je dirais que c'est un truc de bonhomme, quoi. On a été élevé comme ça. On a été élevé, il ne faut pas pleurer. On a été élevé dans le « fais attention à ceci, fais attention à ceci ». Et aujourd'hui, on se retrouve dans une société où les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font attention. Ils n'arrivent même plus à s'investir, à faire des trucs. Non, ils font attention. On nous crée de la société où il faut faire attention en permanence. Et donc, et moi, j'ai été élevé aussi comme ça par mon grand-père et mon père, et ainsi de suite, dans sois un homme, ne pleure pas devant les autres, protège-les. Non. Ça, c'est une connerie, ça. Ça, c'est une connerie. Ok, effectivement qu'il faut protéger sa famille, mais il faut parler. Et si on a besoin de pleurer, il faut pleurer, quoi. Tu sais, moi, on m'appelle la chialouse, donc... Ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis, Philippe. Parce que dans notre métier, les uns les autres, on se mue... avec une carapace, on évolue et on cache un peu tout cela. Et tu as un vrai message, même à l'égard de l'ensemble des sapeurs-pompiers. On a même un projet ensemble sur le sujet. Et finalement, dire ses faiblesses, ce n'est pas une faiblesse. C'est une vraie force. C'est pour se reconstruire, se construire, et puis pour aider les uns et les autres. Et tout à l'heure, je reviendrai volontiers sur ce que vous disiez, Jacques. Sur ce que tu disais, Jacques. Les médias sociaux, moi, perso, aujourd'hui, j'y suis parce que c'est le sujet, parce que j'ai une présidence, j'assume pour l'œuvre des pupilles, etc. Je ne suis pas plus les médias sociaux. Pour une seule et unique. Énormément. Et on se rencontre très peu. C'est pas de moi. C'est un officier qui l'a dit, qui me l'a rapporté. Ça fait partie des vieux copains que j'ai à mes côtés. Et il a raison, parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment où les gens, les uns et les autres, on est tous sur les médias sociaux et on parle peu. Et ce que tu évoques là, c'est la richesse humaine de la rencontre qui est nécessaire, non seulement pour se construire, voire même se reconstruire, Philippe. Merci pour ce message pour l'ensemble des sapeurs-pompiers. Moi, je voudrais te poser une question. Quand tu es au milieu de la Manche, est-ce que tu te parles ? Malade. Qu'est-ce que tu te dis ? Oui, mais qu'est-ce que tu te dis ? Pour me remotiver, je pense aux gens qui m'ont accordé leur confiance. Et je ne vais pas les décevoir. Non seulement je ne veux pas me décevoir moi. Raconte une histoire pendant. Et ça, c'était vraiment la plus grosse lutte pendant toute ma traversée, parce que je me suis entraîné pendant 2 ans. Hein. J'ai fait 4000 km de natation en 2 ans, alors qu'au départ, je n'étais pas nageur, et je ne savais pas nager, j'étais gras comme un petit lardon. Et donc, c'est l'équipe qui m'a transformé. Et au milieu de la Manche, quand je suis malade, il y a 2 choses qui viennent en moi. Marion Hans, c'est la fille que j'ai vue à la télévision quand je me réveille, 2 mois après mon accident. J'ai vu une jeune fille traverser la Manche à la nage. C'est la première chose que je vois à la télé, une jeune fille qui traverse la Manche à la nage. Et j'ai dit, pourquoi pas moi un jour ? Et ça reste dans ma tête. Et quand je suis au milieu de la Manche, que je suis malade, j'ai froid, j'ai des coliques, je suis en train de vomir, mes pulsations cardiaques sont en train de chuter. Je repense à Marion Hans, je repense à mes 2 garçons, à Susanna, aux filles, et surtout je repense aux gens qui m'ont accordé leur confiance. Les gendarmes en Charente-Maritime, les élus qui m'ont accordé leur confiance, les chefs d'entreprise qui m'ont aidé. Et les pompiers. Et les pompiers, bien sûr. Et les pompiers, bien sûr, parce que mon premier livre a été... à la part, je ne voulais pas faire un livre. J'ai écrit mon histoire et je voulais l'offrir aux pompiers, je voulais l'offrir au SAMU, je voulais l'offrir aux infirmières, l'offrir à tous ceux qui m'avaient aidé. Et après, malgré moi, puisqu'il y a eu un article un jour dans le journal Le Monde, et malgré moi, c'est devenu un livre. Il y a un éditeur à Paris qui l'a pris et que c'est devenu un livre et ça a été distribué de l'énergie. J'aime à dire que, vous voyez, tu aimes les slogans et mon slogan à moi, c'est j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts et aujourd'hui, je suis distributeur d'énergie positive.
Est-ce que c'est bon? Bien l'agence. Merci. C'est bon, je suis embauché. Ouais, je suis spermatozoïde. Ton contrat ce soir. Je crois que tout à l'heure, le président... Là, il a lancé une perche et peut-être une réflexion aussi, parce que c'est vrai que chez les sapeurs-pompiers, on a des blessés, et ce qu'on appelle des blessés autant visibles que invisibles surtout. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, ils sont sous une pression sociale assez énorme. On l'évoque dans le cadre de la crise sanitaire, où on subit parfois dans les foyers directement des agressions. Ces agressions ne sont uniquement que le fait et le résultat, on va dire, d'une tension sociale qui existe réellement. Et aujourd'hui, malheureusement, la progression des agressions envers les sapeurs-pompiers en est la fâcheuse illustration. Donc aujourd'hui, on pourrait, pourquoi pas, essayer de lancer un groupe de travail. Je ne sais pas ce que tu en penses, Président? Non, mais on y est pleinement dessus. On a un collègue qui pilote ce groupe de travail et on a besoin de prendre en compte la détresse, la souffrance, les conséquences finalement d'une passion. Parce que tout à l'heure, Jacques, tu évoquais ce métier qui est fait d'altruisme, d'engagement, de courage, certes, mais les pompiers sont des passionnés. C'est pourquoi je crois que la communication... La communication des pompiers, elle est trop dans les films américains, etc., qui étaient un peu le feu du monde. Même quand on fait une campagne, c'est tellement beau un pompier que l'image est tellement folle, etc., tellement forte que mais ça ne suffit pas à elle-même. On a besoin de voir derrière cette carapace qui sont vos tenues de feu, votre âme s'exprimer. Et la campagne, c'est de vous présenter en héros du quotidien. Il ne faut pas avoir peur du mot héros. Et c'est pas briser ce but que vous avez justement de jamais vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Il faut accepter et puis dire aux gens, ces gens-là qui vous sauvent la vie sont vos héros du quotidien. Et c'est tellement beau un héros du quotidien. Les héros du quotidien, moi, c'est des héros qui font des folies à droite, à gauche, etc. Il y en a un tous les 10 ans. Là, c'est la quotidienneté de votre métier qui est formidable. Parce que 24 heures sur 24, 365 jours sur 5, vous êtes là pour sauver la vie des autres. Je partage totalement, et en plus, le vrai message, c'est que non seulement ils sont les héros du quotidien, mais ce sont des gens du quotidien qui deviennent héros. Exactement. Ce sont des gens ordinaires qui font des choses ensemble extraordinaires. Voilà la campagne. Et le vrai sujet, il est là. Et c'est de faire comprendre que, en plus d'être des gens normaux, des gens du quotidien qui deviennent par la mission et ensemble des héros, c'est finalement celles et ceux qui nous regardent qui peuvent aussi être sapeurs-pompiers. Parce que c'est ça le vrai message. C'est que les uns les autres, on peut devenir sapeurs-pompiers au quotidien, même sans tenue. Et c'est surtout là le message, dans une société où en ce moment on vit le Covid, où les uns les autres on a une tendance individualiste, où on est mis sous cloche, c'est que quelque part, en ayant un peu de courage et d'altruisme, en rencontrant les gens, on peut devenir sapeur-pompier à sa façon, et c'est le vrai message. Et le message pour revenir à la question que tu posais et le groupe de travail que l'on a lancé, c'est qu'on apprécierait effectivement que Philippe soit l'ambassadeur de finalement, quand on morfle dans la vie... Je ne remonte plus à l'échelle. On te fera grimper. Quand on morfle dans la vie, on a une capacité les uns les autres, collectivement, à se construire, se reconstruire et à bâtir de belles choses. C'est pas parce qu'on a une cheville, mais toi, c'est plus possible. C'est pas parce que tu te fais une cheville que tu peux pas recourir. C'est pas parce que tu n'as plus de membres que tu ne peux pas nager. C'est pas parce que tu n'as plus de membres que tu ne peux pas te lancer des défis et entraîner et être énergie positive. Et le vrai message avec Philippe, il est là. Et on a un groupe de travail au sein de l'œuvre des pupilles où effectivement on veut travailler pour nos gueules cassées à nous. Voilà, tout simplement. Je crois que Philippe, tu as entendu le message de... Oui. Déjà depuis un petit bout de temps, on a déjà communiqué, on a déjà fait des trucs. Là, il fait croire qu'on le fait là maintenant. Mais il m'a déjà appelé, on a fait des zooms et tout. Ouais. Je crois tout ce que je peux. Ouais, je mettrai le casque, du coup. Ma vie. Ouais. Philippe, merci pour tes questions. Nous allons maintenant passer à notre troisième invité, Grégory Allione.
l'essentiel est en jeu. Pour prendre les bonnes décisions, il est normal de se poser beaucoup de questions. Prévoyance, santé, épargne, retraite, protection des proches, ce sont nos sujets et nos domaines d'expertise depuis plus de 100 ans. Nous sommes un groupe spécialiste de l'assurance de la personne qui ne rémunère pas d'actionnaires. Nous sommes ancrés dans l'économie sociale et dirigés par nos assurés, vous aujourd'hui ou peut-être vous demain. Nous sommes à vos côtés, solidaires et performants, pour vous permettre de prendre la main sur demain. Et maintenant, notre troisième invité, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allione. Grégory Allione, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est une organisation bicéphale entre un préfet et un président du conseil d'administration, parce que tu es aussi directeur départemental du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Tu penses qu'aujourd'hui, cette communication-là, le fait d'avoir deux chefs, en fait deux patrons, elle est muselée au sein des services départementaux, ce qui peut nous empêcher parfois de pénétrer un petit peu sur les messages, les canaux de diffusion, ou tout simplement, on va dire, les notions d'héros et de courage que l'on pourrait mettre en œuvre dans chaque département? Non, je peux pas dire ça, et je suis totalement convaincu que nos autorités ont compris l'enjeu de la communication. Premier point, parce que nos autorités les présidents ont compris que les sapeurs-pompiers étaient une institution pouvant devenir une marque. Ça, c'est le premier élément. Bien à la France. Et parce que c'est quelque part sur un territoire, le sapeur-pompier, c'est celui qui va être le moteur de la protection du territoire, le moteur de la protection des habitants. Donc ça, c'est le premier élément. Et en plus, nos autorités opérationnelles, nos préfets, ont compris qu'il y avait une nécessité d'information. Et je ne parle pas de communication, je parle d'information. Parce que sur cette partie opérationnelle, on a un devoir d'information, un devoir de transparence. Lorsqu'il y a une situation, Lubrizol, lorsqu'il y a, quelle que soit la situation, et d'ailleurs, je ne parle pas de gestion de crise, je parle de gestion d'événements. Les sapeurs-pompiers, au quotidien, gèrent les événements et vont tenter d'éviter la crise. On est des gestionnaires d'évitement de crise. Parce que nos autorités, notamment les autorités préfectorales, ont compris que lorsque le sapeur-pompier évoquait l'événement, lorsqu'il parlait de l'événement, la population lui faisait confiance, mais en plus, il le disait avec transparence, véracité. Et donc, tout ça amène de la confiance dans l'institution qui, par ailleurs, peut devenir une marque. C'est ce qui manque le plus à la France, l'autorité. Il n'y a plus d'autorité. Et puis, il y a l'autorité parce qu'ils combattent le feu, parce qu'ils gagnent contre le feu, parce qu'ils sont debout. Aujourd'hui, face à toutes les crises, tu viens de l'évoquer, tu as parlé de Lubrizol. On constate qu'il y a les crises aussi terroristes. On a constaté il y a quelques années de ça, je crois que c'était aux alentours de 2016 évidemment, qu'une grande campagne de sensibilisation aux gestes qui sauvent, aujourd'hui à l'époque avait été lancée. 30% simplement de la population aujourd'hui est formée à ces fameux gestes qui sauvent. Est-ce que c'est un échec de la communication ou est-ce que c'est tout simplement une mauvaise prise de conscience globale? Aujourd'hui, il y avait la grande cause nationale en 2016 sur les comportements qui sauvent, les gestes qui sauvent. On a un président de la République qui souhaite faire en sorte que 80% de la population soit formée aux gestes qui sauvent. On a une vraie difficulté. On parle des sapeurs-pompiers lorsqu'il y a des grosses interventions. En fait, pendant que je parle, il y a des interventions toutes les 6,5 secondes. Donc en fait, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. On ne parle que seulement de ceux qui n'arrivent pas à l'heure. La protection de la population, c'est l'affaire de tous. Et c'est ce qui a été dit par nos deux collègues, nos deux invités, que ce soit Jacques ou Philippe. À un moment donné, tout le monde peut être pompier. Tout le monde peut être pompier à sa façon. Et apprendre les comportements qui sauvent, apprendre les gestes qui sauvent, c'est faire partie de cette chaîne de solidarité, de cette chaîne d'altruisme, de cette chaîne qui permet à notre pays d'être nation.
Et aujourd'hui, le sapeur-pompier est l'expression de la nation. C'est le peuple qui va sauver le peuple. Mais on a besoin de tout le monde pour cela. Et si on avait un vœu à formuler, il faudrait faire comprendre à tout un chacun que les sapeurs-pompiers, ce n'est pas ce que l'on appelle au dernier moment. C'est ceux auxquels on doit appeler lorsqu'il y a une situation, un événement qui nécessite leur présence, mais que chacun d'entre nous, on peut être sapeur-pompier dans nos agissements du quotidien, en portant secours, en conseillant. Et ce qui veut dire que peut-être, la plus belle des satisfactions des sapeurs-pompiers, c'est que demain on ne nous appelle plus. C'est que les gens se suffisent à eux-mêmes dans leur solidarité. Qu'on n'ait plus besoin du service des sapeurs-pompiers, parce que finalement les gens seront suffisamment résilients, un terme que Boris Cyrulnik avait évoqué. On recherche la résilience du territoire, et au plus il y aura de la résilience, au plus la nation sera nation. Tu as défini le héros du quotidien. Donc, les On pompiers peut aujourd'hui, aujourd'hui soldats du feu, soldats de la vie, mais aujourd'hui, et c'est vrai qu'on en a un petit regard sur le soldat du climat. Est-ce que ce fameux soldat du climat aujourd'hui, c'est un rôle que les sapeurs-pompiers peuvent endosser logiquement? Est-ce que c'est la nouvelle baseline, soldat du feu, soldat de la vie, soldat du climat? Est-ce qu'on pourra en donner des raisons, des explications évidentes? Certains diraient les sapeurs-pompiers sont là pour tout faire. Non, ils ne sont pas là pour tout faire. En revanche, ce sont les derniers, les seuls qui sont capables, qui ont encore les moyens, parce qu'ils ont l'énergie, parce qu'ils ont l'engagement, parce qu'ils ont l'altruisme, ils ont aussi les moyens qu'on leur met à disposition de faire face à toutes les problématiques territoriales. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, on dit les soldats du feu, mais en fait, c'est les soldats de la vie. 80% du champ missionnel, c'est de l'ambulance, c'est la santé des territoires. Alors que les hôpitaux ont reculé, alors que la médecine a reculé, ce sont les sapeurs-pompiers qui viennent à la détresse, qui viennent apporter le soin de la population. Ça, c'est le premier élément qu'il faut savoir. Mais le deuxième élément, c'est que oui, ce sont les soldats du climat. Non pas qu'ils veuillent sensibiliser à l'écologie, mais tout simplement, ce sont ceux qui font face et qui constatent le dérèglement climatique. Donc oui, les soldats du feu sont devenus soldats de la vie, soldats du climat, parce qu'aujourd'hui, on en appelle à une prise de conscience, parce que quand on mobilise, quand la sécurité civile, quand le ministre de l'Intérieur mobilise nos appareils bombardiers d'eau et les positionne 4 à 5 fois dans l'été dernier à Angers pour faire face aux feux d'espace naturel, pour faire face aux feux de forêt, c'est pas normal. Ouais. Donc quand on sait que le plus gros feu en 2019, feu de forêt pendant l'été 2019, c'était dans le Jura, c'est pas normal. On est confronté à quelque chose qui nous dépasse. Et oui, si on devait être des lanceurs d'alerte, au-delà de tout ce qui peut se passer sur l'écologie, oui, on tire cette alerte parce qu'on le constate au quotidien et on le vit, et malheureusement, on y fait face. Enfin, les pompiers, ils sauvent les arbres. Or, ce sont les arbres qui sauveront le monde. La déforestation est en train de tuer la planète, parce que les arbres, c'est le poumon de la planète, où qu'ils soient dans le monde. C'est eux qui conservent le CO2. C'est ceux qui luttent le mieux contre la pollution. Donc chaque fois qu'un pompier sauve un arbre, il fait acte écologique. Il sauve plein de vies. Sauve plein de vies, mais ce qui est le message aussi qu'on pourra avoir, c'est, et je reviens au héros du quotidien, c'est un appel aussi, engagez-vous, qui disait. On a besoin de force. Devenez héros du quotidien. Venez rejoindre nos rangs. Non pas que l'on ait besoin, parce que c'est pas le sujet. C'est que, premièrement, on doit faire face à des défis. Et deuxièmement, l'esprit de solidarité, l'esprit d'altruisme, cette générosité qui est au sein des casernes, c'est ce que ton frère te dit. Exactement. Cette ambiance qui règne au sein de nos unités opérationnelles, c'est de la franche camaraderie. Et au sein de nos casernes, c'est la nation qui vit, mais c'est la nation au profit de la nation, au profit de la vie, au profit de la lutte contre le feu, mais aussi au profit de la protection de la planète. Puis surtout le bénévolat, puis on le voit bien, même moi je le ressens, moi j'ai l'amour pour les pompiers, mais je pense que 99% des Français ont l'amour pour les pompiers. On le voit bien, quand un pompier a un problème, qu'il y a eu un accident, ou que dans les banlieues, les pompiers sont attaqués, mais les Français, ils pleurent, ils crient leur douleur en disant « mais c'est pas possible, pas les pompiers quoi ». Ce que vous voulez, mais pas les pompiers. C'est sacré, les pompiers. C'est la chose la plus sacrée qu'on ait en France, quoi. Les gens ont cet amour-là. Et donc, s'engager chez les pompiers, je pense que c'est surtout pour les jeunes, quoi, qu'il faut le dire, quoi. C'est Philippe, je voulais pas trop en parler parce que ça touche toujours à l'affect. Mais... Lui, on a perdu l'un d'entre nous. Brian, 24 ans, qui luttait contre un feu dans la Somme et qui n'est plus là. Je pense à sa compagne, à sa maman.
et aux pompiers de la Somme et aux pompiers de France. Donc oui, tu as raison, ce sont des belles personnes qui s'engagent pour les autres. C'était un pompier volontaire, c'était un engagé de la vie, un engagé de la nation, un engagé pour la nation. Et c'est vrai que de temps en temps, on aimerait que nos autorités ils prennent conscience de la force du monde des sapeurs-pompiers, mais que nos autorités nous regardent, non pas avec ce regard, je suis désolé, mais de Paris, on regarde le pompier un peu comme un territorial, alors que le pompier, il est la nation tout entière. C'est un citoyen. Il exprime les valeurs de la nation et de notre République. Exactement. Tu viens de l'évoquer tout à l'heure, je reviens sur la partie réchauffement climatique. Tu étais aux premières loges en Australie de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut craindre demain en France ce genre de situation? Si oui, est-ce que tu as pu constater ce qu'il faisait peut-être de mieux en termes de communication? Alors, peut-être au niveau opérationnel, évidemment, en Australie, mais peut-être aussi vis-à-vis du public et du grand public là-bas. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Australie, c'est un pays, certes, mais c'est un continent. Et donc, quand on observe le fonctionnement de l'Europe l'été, face aux feux de forêt, on a la même situation. Au moment où j'y étais, il y avait 200 feux sur le continent australien. Donc, je vais parler du continent australien. Et les étés que l'on vit en ce moment, il y a 200 à 300 feux par jour. En Europe également. Il y a des moments où c'est très tendu. La seule différence entre les Australiens et nous, par rapport à la communication notamment, c'est ce sujet de transparence. Et en Australie, ce que l'on a remarqué, nous étions 5 experts français, c'est qu'il y avait des applications pour dire aux gens où il y avait le feu, où il y avait le nuage de fumée. Donc ça voulait dire qu'on disait aux gens les routes qu'il ne fallait pas prendre. On disait aux gens là où il y avait le nuage de fumée, donc la toxicité et donc la pollution. Donc oui, on a des efforts à faire encore en France pour donner de l'information. C'est pas de la communication, c'est donner de l'information. Et quand on donne de l'information, c'est pour guider les gens dans un comportement citoyen, pour éviter de saturer les routes, pour penser à fermer ses fenêtres lorsqu'on vit dans une zone qui est polluée. C'est finalement accompagner la population dans cette résilience, dans cette résistance face aux événements. C'est la raison pour laquelle moi je prône de changer aussi de temps en temps de terme et dire on ne fait pas dans nos services départementaux d'incendie et de secours de la communication, on prône l'information du citoyen, on prône l'information opérationnelle. L'intelligence artificielle sera le pompier du monde d'après. C'est l'intelligence artificielle qui va régler tout ça. Mais ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle capte énormément d'éléments pour derrière permettre un comportement adapté. Et c'est tout ça qui... Et on a l'intelligence artificielle qui peut nous aider, mais aussi on a l'humanisme d'entre nous, de tout ce que l'on possède au fond de nos tripes, nos valeurs, qui doivent aussi nous guider à avoir des comportements, je dirais, citoyens. Alors on est en plein dedans actuellement, c'est cette fameuse crise sanitaire. On voit l'implication des sapeurs-pompiers depuis quelques semaines. Alors c'est vrai, dès le départ, en première ligne, on l'a revendiqué, tu l'as parfaitement justifié aussi. Aujourd'hui, voilà, on sert les vaccinodromes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un moyen fort pour redonner confiance à la population et donner une issue, enfin, on l'espère le plus vite possible, face à cette crise sanitaire que d'utiliser les sapeurs-pompiers? On a besoin de tout le monde. On a besoin des blancs, des bleus, des rouges. On a besoin de toute une société qui se mobilise pour sortir notre pays de la situation dans laquelle on est. Pas de sectarisme, pas de catégoriel. On a besoin de l'ensemble des énergies pour sortir de la situation dans laquelle on est. Il faut que les pharmaciens vaccinent. Il faut que les vétérinaires, les labos, tous ceux qui peuvent vacciner, vaccinent. On s'en sortira grâce à la vaccination. On s'en sortira grâce à la vaccination de masse et à la vaccination au plus près de la population. Il faut qu'on aille vacciner chez l'habitant. Il faut qu'on aille vacciner tout le monde. Et si, à un moment donné, et le président de la République nous a entendus, le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur ont signé un décret pour... En situation de paix, ce n'est pas notre mission que de vacciner. On est en guerre, on est face à une épidémie qui touche l'ensemble de notre territoire mondial. Donc on doit y répondre avec l'ensemble des énergies de celles et ceux qui veulent lutter contre ce Covid-19. Et oui, les sapeurs-pompiers ont une mission à jouer. Oui, ils ont une mission de santé publique à jouer avec des vaccinodromes pour permettre justement de retrouver une vie normale. Et une vie normale, c'est quoi? En ce moment, on est en Île-de-France. On se pose la question du confinement.
parce que nos réas sont saturés, voire sursaturés, ici ou dans le nord du pays. Donc, premièrement, c'est desserrer les taux sur nos collègues hospitaliers, desserrer les taux sur les réas. Deuxièmement, c'est permettre d'éviter un confinement quelconque sur l'ensemble du territoire. Parce que le confinement a un impact psychologique sur la nation. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Philippe. Et nous, on le remarque au quotidien. Dans nos opérations, on remarque que la population se comporte différemment d'avant cette période-là. Et troisièmement, je suis désolé, moi j'ai envie de retrouver l'épicier, de reboire des coups avec les copains. J'ai envie de partager un moment de vie au restaurant avec ma famille. J'ai envie d'avoir une vie culturelle, une vie sportive, une vie sociale et une vie économique. Parce que si on n'a pas de vie économique, au-delà de la partie richesse au sens enrichissement individuel, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que quand on a une vie économique, quand on a un produit intérieur brut, on a de la ressource fiscale et finalement ça permet d'alimenter le service d'incendie et de secours pour pouvoir fonctionner correctement, tout simplement. Tu veux pas être ministre de la Santé? Non, je laisse le job. Vraiment, je laisse le job. C'est maintenant qu'on va malheureusement devoir clôturer l'émission, sauf si on a des questions au niveau des internautes. Oui, alors j'ai une question pour le colonel. Une harmonisation entre les départements de la com institutionnelle est-elle possible ? C'est très délicat. Je vais expliquer à nos deux invités. Aujourd'hui, on a des départements et les services départementaux d'incendie sont des établissements départementaux et donc qui ont leur politique propre. Mais je pense qu'on peut insuffler en dictant, en évoquant, en informant les directeurs départementaux, les chefs de corps, que la communication, pour faire en sorte que cette institution locale devienne marque sur le territoire, premier point. Et deuxième point, que nos populations ont besoin de transparence et donc d'information opérationnelle. Oui, il faut éduquer. On a encore des collègues qui ne sont pas totalement convaincus de cela, mais je pense qu'ils y viendront. Et en tous les cas, on fait confiance aux nouvelles générations, mais non pas pour aller sur les médias sociaux, mais surtout pour rencontrer les gens et faire en sorte de se dire les choses, tout simplement. En 2021, certains SDIS n'ont toujours pas de site. Est-ce une erreur ou... C'est un problème de fibre. C'est parce que la fibre n'est pas encore arrivée dans ces territoires-là. Faut demander à Orange. C'est pas un sujet de volonté, c'est un sujet de connexion. Et j'ai une question pour Philippe. Cher Philippe, ça intéresse beaucoup de personnes. Ils aimeraient en savoir plus un petit peu sur ton prochain voyage spatial avec Elon Musk et cette fenêtre médiatique. Le message de portée planétaire que tu passeras si tu arrives à toucher les étoiles, quel est le message que tu voudrais faire passer C'est toujours le même message. Le message qui me tient à cœur le plus possible, c'est que tout est possible. C'est qu'ensemble, tout est possible. Ça va être encore une équipe qui est... Si je le fais, j'y vais au mois de septembre. Au mois de septembre, je suis à Cap Canaveral pour discuter, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser cette aventure. Mais ça va être encore une équipe qui va être autour de moi. On a parlé de quoi depuis tout à l'heure? Ensemble. De l'équipe. On a parlé d'humain, on a parlé de vivre ensemble, de réaliser des grandes choses ensemble. Tout est possible. Donc si je vais vraiment dans l'espace un jour, je dirais vraiment qu'une fois encore, tout est possible. Franchement, 99% à chaque fois que j'ai mené une aventure, 99% des gens me disaient « Mais c'est pas possible, t'as pas de bras et pas de jambes, tu peux pas traverser la Manche à la nage, tu peux pas relier les 5 continents, tu peux pas être pilote sur le Dakar, tu peux pas toucher le volant et les pédales. » Et on a montré à ces 99% de pessimistes que tout était possible. Avec 1%, une bonne équipe, on peut tout défoncer. Donc, affaire à suivre. Merci Philippe. Merci Philippe, merci aux internautes. Très Robert, tu nous as encore accompagné pour cette soirée. Robert la police. Robert la police, exactement. Il est là, en chair et en os, derrière les écrans. Je dois malheureusement clôturer cette émission. Je tenais encore à remercier Jacques de nous avoir reçus ici, dans le palais de la communication. Et pour Charles Havas, notre père à tous, puisque c'est l'inventeur de la communication, et nous avons reçu. Merci à toi surtout de nous avoir accueillis, d'avoir pris du temps surtout. Philippe, je tenais aussi à te remercier parce que voilà, il a fallu à un moment donné essayer aussi de mobiliser toutes les forces et toutes les énergies pour pouvoir communiquer et de t'entendre nous apporter ce soir du positif. Nous apporte cette lumière dont on a besoin, surtout dans cette période-là. On tient à te remercier et puis avec toi, je pense qu'on touchera les étoiles. C'est une certitude vu la détermination que tu nous as insufflée. Et apparemment, c'est pour finir. Bon, il ne veut pas me lâcher comme ça, apparemment. Même main dans la main. Ouais.
Merci encore d'être venu ce soir, d'avoir pu apporter ton éclairage aussi sur la communication chez les sapeurs-pompiers de France. Ils sont encore et toujours en première ligne, ils sont impliqués de toutes parts. Un grand merci pour tout ce que tu peux apporter, ce que tous les sapeurs-pompiers de France apportent aujourd'hui. Moi, je voulais remercier Jacques parce qu'il nous a reçus ici et puis il nous a offert un beau slogan pour notre prochaine campagne. Donc, de la part des 253 000 sapeurs-pompiers de France, merci. Et Philippe, au-delà de la relation initiale avec les sapeurs-pompiers, au-delà de ton frère chez les sapeurs-pompiers, je pense que tu as plein de choses à faire encore avec nous. Et tu sais quel est mon slogan ? C'est que seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup. Voilà. Merci pour tout et merci à tous.